Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Corentin de Châtel-Perron. Corentin est un aventurier. À bord de son bateau, le Nomade des mers, il fait le tour du monde à la recherche des low-tech, des basses technologies ingénieuses et économes en ressources, afin de les expérimenter et de les diffuser au plus grand nombre grâce à une plateforme collaborative en ligne, le Low-Tech Lab. De faire le tour du monde des low-tech, c'est aussi faire le tour du monde des problèmes, parce que chaque low-tech répond à un problème, donc tu étudies tous les problèmes. Avant ce tour du monde, il y a eu d'autres expéditions, comme ces 6 mois entre le Bangladesh et l'Indonésie sur le bateau Gold of Bengal, construit avec de la fibre de jute, avec le défi de survivre en autonomie avec ces basses technologies, ces systèmes simples, accessibles et durables. Si tu es vraiment en recherche de bien-être et d'épanouissement personnel, c'est plutôt vers la simplicité qu'il faut aller. Tout n'a pas tout le temps fonctionné, mais Corentin n'est pas du genre à baisser les bras et il a de grandes ambitions pour le Nomade des mers, en faire un écosystème autonome exemplaire, une vitrine de l'innovation durable et solidaire, bref, devenir la NASA du low-tech. Corentin était de passage à Paris entre 2 étapes du tour du monde. Nous avons parlé de ses aventures, des low-tech, de leurs inventeurs géniaux et des problèmes auxquels elles répondent. Nous avons aussi parlé de l'état du monde, du futur et de l'importance de choisir sa vie. L'autre jour, je me disais, qu'est-ce qu'on retiendra de notre époque dans 1000 ans ? Corentin, bonjour. Bonjour. Tu es ingénieur de formation. Ouais. On peut dire que tu es un aventurier. L'aventure qui est en cours, c'est donc depuis 2016 et jusqu'en 2019. Ça s'appelle Nomade des mers et c'est un tour du monde, une expédition de découverte et d'expérimentation des low-tech, donc des basses technologies, on va y revenir, sur un bateau à la recherche donc des meilleurs low-tech dans le monde et des inventeurs les plus ingénieux pour expérimenter, recenser et diffuser ces technologies grâce à une plateforme collaborative qui est en ligne. Je voulais d'abord savoir comment toutes ces aventures ont commencé. C'est quoi ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tout ça ? Au début, en fait, à la sortie de mon école d'ingénieur, j'ai voulu créer une boîte dans l'écotourisme. Et la boîte a jamais vu le jour, hein, donc l'idée c'était de se dire que si on a des problèmes, s'il y a des problèmes sur le plan écologique, enfin c'est notre impact, etc., c'est qu'on n'a pas assez d'empathie vers la nature. Et donc avec un ami, on s'était dit on va créer un espèce de truc de vacances qui permet aux gens de se sentir plus proches de la nature. Par exemple avec des cabanes dans les arbres comme s'ils étaient des oiseaux, ou des maisons semi-enterrées comme s'ils étaient, tu vois, et proposer des activités de loisirs qui permettent de comprendre la nature. Par exemple du parapente pour comprendre la météo, du canyoning pour comprendre la géologie, etc. Mais bref. C'était trop précurseur. Ouais, je sais pas, on avait fait une étude de marché et tout, hyper sérieux et bon, en fait, quand tu sors d'études et que tu te lances dans un projet qui coûte des millions d'euros, c'est pas forcément toujours évident d'être crédible non plus. Et bref, après, j'ai eu quelques aventures autour de l'entrepreneuriat, et puis je suis parti au Bangladesh pour aider un Français à développer un chantier naval. Et là, ça a été, un changement assez radical de vivre au Bangladesh dans un endroit complètement isolé. Ça m'a permis de voir. Alors j'avais déjà l'esprit assez écolo, tu vois, pour me lancer directement dans un truc comme ça à la sortie de mes études. Voir le Bangladesh, ça a eu un vrai impact parce que j'ai eu vraiment l'impression de voir les coulisses de notre mode de vie en fait, de voir ce qu'il y avait derrière les rideaux. Parce que c'est assez impressionnant de voir. Ils sont spécialisés dans la confection de textiles au Bangladesh. Et c'est assez impressionnant de voir, c'est vraiment l'atelier, un des ateliers du monde, quoi. Ouais, il y a un côté un peu triste parce que tu vois les rivières, elles sont souvent teintées de la couleur qu'ils utilisent dans ces usines-là. T'as les conditions de travail qui sont quand même pas terribles avec des usines qui se fondent, etc. Enfin, me rendre compte de tout ça, ça m'a apporté pas mal de recul aussi sur. Enfin, ça m'a fait réaliser des trucs qui sont nécessaires en fait.
Ça, et puis et à la fois, je me suis rendu compte que dans ces pays-là, sous la contrainte, il y avait une ingéniosité géniale en fait. Qu'il y a plein de systèmes D, il y a plein d'idées qui permettaient de répondre à des besoins de base, donc que ce soit l'accès à l'eau, à l'énergie, la nourriture, l'hygiène, la santé, etc., avec les moyens du bord, et qu'il y a plein d'inventeurs géniaux un peu partout dans le monde en fait, au Bangladesh, mais comme dans plein de pays. Et c'est de là qu'est partie l'idée du low-tech, se dire plutôt que dans chaque endroit du monde il y ait des inventions comme ça indépendantes, ce serait bien qu'il y ait un espèce de vecteur de communication, de diffusion de ces idées-là. Et donc l'idée de la première expédition est venue après ça. Ouais, alors en fait avant ça il y a eu un autre truc, c'est que comme je travaillais dans un chantier naval de construction de bateaux de pêche, c'était des bateaux qui étaient faits en fibre de verre, ce qui est pas très écolo puisqu'en fin de vie tu peux rien en faire. Et j'ai commencé à étudier un autre matériau à la base l'idée c'était de remplacer la fibre de verre par de la fibre de jute qui pousse au Bangladesh et dont l'industrie est en pleine décroissance parce que ça servait à faire les sacs à patates, les cordes et tout ça, et maintenant il y a beaucoup moins cet usage-là. Sauf que ça demandait tout un challenge de mettre ça dans la construction des bateaux parce que il faut la tisser de manière différente, etc. Ouais. Mais j'ai fait un premier prototype qui s'appelait Taratari, c'est un bateau à 40% en fibre de jute. Et pour prouver que c'était résistant, je suis rentré en France à la voile avec. Et ça a marché, j'étais vivant à l'arrivée. Ça m'a permis de trouver de l'argent pour monter un labo de recherche au Bangladesh. Ouais. Donc j'ai commencé cette activité-là qui existe toujours dans l'association. J'ai poursuivi ce travail-là en me disant il y a pas que ça, il y a aussi plein d'autres idées techniques à développer qui méritent d'être plus connues et alors moi je suis quelqu'un d'assez terrain, je teste les trucs pour être convaincu et une fois que je suis convaincu j'essaye de convaincre d'autres gens. Et donc j'ai essayé on a construit un deuxième bateau, celui-là 100% en jute parce que vraiment on avait abouti à un matériau intéressant et je suis parti pendant 6 mois. Et donc j'ai décidé de choisir une sélection de low-tech que je trouvais au Bangladesh sur internet et de me lancer pendant 6 mois sur le bateau qu'on venait de construire en fibre de jute, d'une part pour tester le bateau et d'autre part pour voir ce que c'était que les low-tech quand on vit vraiment avec. Donc je suis parti avec j'en connaissais pas encore beaucoup à l'époque, mais une petite serre à l'avant du bateau, pour les patates. Un réchaud à bois pour les patates, des poules, un désalinisateur, pas hyper low-tech, j'ai trouvé mieux depuis. Bref, et tout ça, et ça a pas très bien marché, mais ça m'a vraiment lancé l'idée qu'il y avait quelque chose à faire, quoi. Ouais. Parce que justement, le fait que ça marche pas, j'ai pas du tout réussi à être autonome comme je voulais, il m'est arrivé plein de galères. Mais on peut voir quelques galères en ligne sur les vidéos. Ouais. Et encore, il y en a d'autres. Et mais par contre, je me suis dit, des gens en fait comme moi qui là dans cette situation-là avaient besoin de répondre à des besoins de base et avec des moyens très limités, il y en a plein partout dans le monde, il y en a des centaines de millions et ce serait bien d'avoir aujourd'hui qu'il y a Internet qui se répand partout, via Internet, un moyen de diffuser ces technologies-là, les idées qui naissent partout, qui sont géniales, quoi. Mon rêve, ça a été de me dire peut-être que ce que l'invention de l'imprimerie, tu vois, a permis pour la révolution industrielle, de catalyser toutes ces inventions à travers le monde au niveau industriel. Peut-être qu'aujourd'hui, Internet pourrait le faire pour toutes les petites inventions, pour que localement, il y ait plein de gens qui créent des petits business, des artisanats, qui utilisent des low-tech pour répondre à des besoins locaux et que mises bout à bout, toutes ces petites révolutions locales, elles permettent d'avoir un vrai impact au niveau global. L'aventure, la Nomade des mers avec le Low-Tech Lab, c'est donc sur 3 ans avec différentes étapes. Et donc là, tu viens de rentrer d'une des missions. Donc la première étape, ça a été de créer un site internet qui est un espèce de Wikipédia du low-tech où n'importe qui peut mettre une idée. Enfin, c'est collaboratif. Et donc on met en ligne des tutos, alors écrits et des tutos vidéo des low-tech qu'on rencontre. Et on invite les gens à le faire aussi pour que n'importe qui puisse s'approprier n'importe quelle idée. Et en fait, le gros challenge dans une plateforme collaborative, c'est d'atteindre un seuil critique déjà d'invention. Il fallait une espèce de base de données, de base. Différents thèmes. Ouais, voilà. Et puis faire connaître le truc. Et donc, on a une idée, c'est de faire un tour du monde des low-tech pour remplir cette base-là et faire connaître le truc. Et donc, on a racheté un ancien catamaran
de croisière à la base et on l'a complètement retransformé en laboratoire flottant pour tester des low-tech. Et on est parti début 2016 pour un tour du monde. Alors on pensait que ça allait être 3 ans, mais en fait ça va être plus long parce qu'il y a beaucoup plus de low-tech et ça prend plus de temps que ce qu'on pensait. Et on s'arrête dans chaque pays sur la route pour essayer de rencontrer des inventeurs locaux, tester on a toujours cette idée de tester avant d'en parler. Les documenter parce qu'en général voilà, ça demande tout un travail en faire fait, des mesures mesurer l'efficacité et ensuite les diffuser via internet. Les constats à la base de ces aventures-là, ils étaient plutôt sur les pays du Sud plutôt que sur les sociétés industrielles occidentales, etc. Et justement, peut-être que ça peut permettre de donner ta définition des low-tech comparée à d'autres. Je pense à Philippe Biwix qui parle de sujets peut-être qui sont un peu différents, ou quand on parle de la frugalité, de la sobriété, etc. Il y a peut-être plein de définitions des low-tech. Ouais. Donc la tienne, ce serait... En fait, justement, on est on fait des réunions avec Philippe justement pour se mettre d'accord sur une définition générale, parce que le mot low-tech il est pas très vieux, et puis je sais pas, au début du projet je l'ai un peu choisi comme ça parce que finalement il y a pas tellement de termes qui veut dire des technologies qui répondent à des besoins de base, ou en tout cas pas à des besoins superficiels ou voilà, et qui peuvent être accessibles à tous. Et pareil, dans accessible à tous, c'est pas forcément évident tu vois, au début j'étais à me dire, mais alors est-ce qu'il faut définir un rayon, genre par exemple que les matériaux viennent de 100 km à la ronde ou pas? Et en fait non, c'est plus large que ça, c'est que un peu n'importe qui dans le monde peut y avoir accès, c'est-à-dire que géographiquement c'est accessible, point de vue compétences c'est accessible, c'est pas des trucs, c'est la différence entre high-tech et low-tech, c'est que t'as pas besoin d'un savoir-faire hyper particulier, hyper pointu pour les utiliser, et accessible d'un point de vue coût aussi, que ça coûte pas un bras d'acheter le truc. Et donc là-dedans, il y a déjà plein de technologies. Mais par exemple, au Cap-Vert, le Cap-Vert, c'est un endroit qui est hyper aride. Il pleut 2-3 mois par an, et le reste du temps, en fait, ils sont obligés d'importer plus de 80% de leur nourriture. Et donc des endroits comme ça désertifiés, et qui se désertifient de plus en plus, ou qui se polluent, ou l'eau salée qui monte, etc. Il y en a de plus en plus. Et là, il y a un entrepreneur qui s'appelle Sergio, qui a inventé, qui a mis au point pour son île un système d'hydroponie de culture hors sol qui demande 10 fois moins d'eau que de la culture classique, et donc ça lui permet toute l'année de cultiver des plantes. Et donc il nous a appris sa technique. On l'a testé sur le bateau, et ensuite on a fait un tuto et puis on l'a mis sur internet. Et parmi les low-tech qui ont le plus de potentiel que tu as pu croiser sur ton parcours, c'est... Il y a un truc dont je suis particulièrement fan, c'est on l'a trouvé au sud de Madagascar, c'est de la culture de spiruline. Ah ouais. Ouais, ça j'ai trouvé ça assez dingue en fait. Alors c'est pas intéressant forcément partout, parce qu'il y a des endroits où ils ont, ça répond à certaines carences. C'est une microalgue que tu peux cultiver. Alors moi j'en ai cultivé, ça fait 1 an et demi, donc je commence à un peu m'y connaître. C'est assez simple. Tu prends une bassine, tu mets de l'eau dedans avec du sel et du bicarbonate. Tu peux mettre de la cendre si t'as pas de bicarbonate. Et donc tu mets ces microalgues dedans. C'est quand tu les regardes au microscope, ça ressemble à des petits ressorts. C'est vert, bleu-vert. Et elle a la propriété de se reproduire hyper vite, et d'être bourrée de vitamines, de protéines et de minéraux. Surtout protéines et des vitamines A, etc. Elle se consomme pas mal en France, par exemple, en complément alimentaire, ouais. Mais on peut faire d'autres choses avec. Ouais, et là, dans le sud de Madagascar, c'est une malgache, en fait, qui est une scientifique à la base, et qui a fait une recherche, et qui s'est rendu compte que, naturellement, elle poussait dans certains lacs à Madagascar, la spiruline. Et c'est justement une région du monde où t'as beaucoup de gens qui sont malnutris, en fait. T'as beaucoup d'enfants qui ont des carences et tout ça. Et donc elle s'est dit, je vais faire une ferme, la première ferme de Madagascar,
pour produire de la spiruline pour lutter contre les problèmes de malnutrition. Et donc elle s'est mise en contact avec tout un réseau d'experts, des experts notamment français qui sont assez bons et puis qui essayent de diffuser le savoir-faire au maximum. Et donc elle a créé sa ferme. Elle a créé une entreprise qui vend sa spiruline à l'étranger, donc c'est peut-être parmi celles-là qu'on retrouve dans les pharmacies et tout ça, donc assez cher. Et avec le bénéfice, ça lui permet d'en donner à des centres de, je sais pas comment dire, renutrition des enfants. Donc elle a une boîte et une asso. Et en plus, elle forme des jeunes malgaches à la culture de spiruline pour que eux aussi fassent leur ferme. Donc pour moi c'est un super exemple parce que ça crée une économie locale, ça répond à un vrai problème vraiment hyper important de la région. Et puis ça développe un savoir-faire, ça peut se développer hyper vite à partir du moment où elle fait des formations, les formés peuvent faire aussi des formations, etc. Et puis c'est hyper low-tech dans le sens où à la base t'as pas besoin d'un grand, tu vois, tu peux faire ça dans une bassine d'1 mètre carré. Moi là par exemple les 4 derniers mois j'avais 2 bassins d'1 mètre carré, tu vois, j'avais 2 mètres carrés et ça me permettait de récolter 100 grammes par jour. Et 100 grammes, déjà ça te fait alors je sais plus, c'est quelque chose comme un quart de tes besoins en protéines, tout le fer dont tu as besoin. Et donc ça c'est un exemple inspirant. Il y a d'autres trucs qui t'ont semblé avoir un impact Alors sur l'eau, il y a des systèmes pour dessaler de l'eau de mer et en faire de l'eau douce. Des systèmes de recyclage d'eau aussi. On a étudié la phytoépuration par exemple, épurer l'eau par des plantes. Pour produire de l'électricité, par exemple avec une éolienne qui est faite avec des moteurs d'imprimantes ou de photocopieurs. Ça, on a fait ça au Sénégal, à Dakar. T'as une espèce de décharge où ils trient un peu tout, mais les moteurs qui sont récupérés, tu sais, pour faire avancer les feuilles dans les photocopieuses, et ben ça, c'est des moteurs pas à pas, ça s'appelle. Et quand tu les fais tourner, ça produit de l'électricité. Et donc, il suffit d'en récupérer. C'est quasiment gratos parce qu'ils en font rien. Et ça, si tu mets dessus, si tu fixes des pales et que tu mets ça dans le vent, ça te produit de l'électricité. Ça, c'est pas énorme, mais ça suffit pour faire de la lumière ou recharger un téléphone portable, etc. Et puis ça coûte au final 5 € ou un truc comme ça en tout. Et justement, dans cette question des déchets et des ressources, comment ça a changé ton regard, toi, justement, sur les déchets qui deviennent des matières premières, en fait? Parce que t'as dû voir beaucoup de déchets. Ouais, alors c'est un peu le truc, c'est que en fait faire le tour du monde des low-tech, c'est aussi faire le tour du monde des problèmes, parce que chaque low-tech répond à un problème, donc tu étudies tous les problèmes. Et ouais, ça c'est assez dramatique. En fait, de voir chaque low-tech est une solution pour un problème, soit environnemental ou social ou économique ou. Ouais, exactement. Donc en fait, t'es un observateur privilégié entre guillemets de l'état de. Bah ouais, ouais, carrément, ouais. Ouais, ça m'a vraiment donné. Alors c'est pas, je suis que à 90 degrés à l'est, tu vois, donc il me reste encore pas mal de morceaux du monde à voir. Mais ça donne l'impression de prendre le pouls de la planète. Que je me suis rendu compte vraiment directement de plein de problèmes de pollution, malnutrition, déforestation, etc. Donc ça c'est le côté un peu dur. Mais le côté cool, c'est de voir qu'il y a plein d'entrepreneurs et c'est marrant, et ils ont un petit peu tous le même profil et la même volonté, la même énergie, quel que soit l'endroit, que ce soit une ville ou un village dans un pays riche, pays pauvre, etc. Il y a cette même énergie que tu retrouves un peu partout pour lutter contre ces problèmes. Ouais. Justement, est-ce que tu penses que le projet Nomades des mers, ça peut avoir un rôle de sensibilisation aux enjeux de l'environnement et d'autres enjeux aussi ici en France? Alors, et c'est peut-être la deuxième étape, quoi. Alors ouais, en fait moi je suis ingénieur à la base et j'avais l'impression au début que tous les problèmes du monde, on allait trouver des solutions techniques pour y répondre. Et en fait plus ça va, mais vraiment chaque année qui passe depuis que j'ai eu mon diplôme, je me rends compte que en fait pas du tout. Il faut effectivement des trucs techniques pour par exemple les pays en voie de développement où ils sont vraiment sous contrainte, et il faut de la créativité. Il y a des vrais challenges techniques, mais que nous ici en Occident, tu vois, on n'a pas de problème de réponse aux besoins de base pour la plupart, et que c'est un vrai changement dans la volonté
de là où on veut aller, de nos modes de vie, etc. Donc, je commence de plus en plus à m'intéresser à ces questions-là, qui sont compliquées. Et puis, ça contredit un petit peu. Enfin, ça contredit pas, mais je veux dire, ça vient compléter un peu mon esprit d'ingénieur en me disant, bah non, c'est hyper complexe. Et d'ailleurs, je me méfie maintenant des gens qui résument tout à une théorie simpliste. C'est que ouais, c'est compliqué, c'est très loin du technique et il y a beaucoup de psychologie, des trucs qui sont pas du tout calculables. C'est d'une complexité ouais, incroyable. Mais je me rends compte que tout le travail, ce que tu fais toi par exemple avec les podcasts, ça a un vrai impact. Bout à bout, toutes ces initiatives-là, tous ces projets-là, ça a un vrai impact sur les mentalités des gens, ouais, c'est sûr. Et justement, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on nous promet ici entre guillemets sur la croissance verte, justement des toujours plus de technologies, des smart grids, on n'a pas l'air d'être parti dans les pays occidentaux vers une sobriété dans la consommation d'énergie, des ressources. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que quand tu regardes le global, effectivement, c'est assez alarmant. Mais seulement quand tu regardes le global, parce que ce qui me rend optimiste, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de modes de vie différents qui se créent, et que alors je sais pas si je vais bien réussir à l'expliquer, mais que j'ai l'impression que avant, même il y a quelques dizaines d'années, tu vois, quand je suis né, j'ai l'impression que les modes de vie étaient vachement plus homogènes. Ton mode de vie, il était assez directement lié à l'endroit où tu vivais, ton salaire, ta classe sociale en gros. Alors que maintenant, c'est vachement plus hétérogène. Tu peux avoir, t'as les modes de vie, tu peux être vegan, minimaliste, décroissant, tu peux être néo-rural, tu vois, t'as plein de modes de vie. Et j'ai l'impression que ces modes de vie différents, c'est quelque chose choisir un mode de vie, ça devient quelque chose qui est beaucoup plus commun. Mais je me demande si justement la communication via Internet, ça aide pas, il n'y a pas une émulation là-dessus. Et si avant, imagine s'il y a 30 ans, tu voulais être vegan, t'étais vu carrément comme un marginal parce que les gens connaissaient très peu de véganes. Et aujourd'hui qu'il y a Internet, il y a une espèce de formation on appelle ça des tribus, je crois. C'est-à-dire des gens qui sont éparpillés dans le monde, mais qui ont des croyances communes. Et qui se sentent appartenir à un groupe de population qui a telle ou telle conviction. Et donc, tu dépasses beaucoup plus facilement cette espèce de seuil critique en dessous duquel t'es vu comme un marginal et au-dessus duquel t'es vu comme quelqu'un qui a des convictions. Bon, et donc sur plein de modes de vie, sur plein de convictions, on commence à dépasser ces seuils critiques, et donc on est vachement plus libre aujourd'hui de choisir un mode de vie qui correspond non pas juste aux paramètres combien je gagne, où je vis, quelle est ma classe sociale, mais beaucoup plus j'ai un mode de vie qui correspond à mes convictions. Et donc même si ça se voit pas encore très bien sur l'impact global, l'évolution, ça me met vachement en confiance parce que j'ai l'impression que l'avenir, il va être fait de gens qui ont des convictions et qui ont leur mode de vie qui correspond à leurs convictions, et que bon, t'auras peut-être des gens par exemple qui consomment de la viande parce que eux ils ont jugé que ils avaient envie de consommer de la viande, mais t'en as d'autres qui consommeront pas du tout de viande, et donc j'espère qu'on va aller vers ça, vers une hétérogénéité des modes de vie, mais qui fasse qu'au global on s'y retrouve d'un point de vue impact écologique, qu'il y a un modèle économique qui s'adapte aussi au fur et à mesure, etc. Parce que bon, après on peut pas prédire l'avenir, mais on peut dire que le modèle dans lequel on est, de l'économie de croissance, qui nécessite toujours plus d'énergie, de ressources, etc., il va pas être éternel. Qu'on est confronté à des limites de la planète. Est-ce que tu penses que ces low-tech pourraient se développer dans les pays industriels? Mais peut-être que au moment où on sera confronté à une baisse de notre énergie, on est dans un modèle où il faut que tout soit extrêmement rapide. On a des envies qui sont tout de suite. On veut acheter un truc, machin, ça marche plus, on le jette, l'obsolescence programmée, etc. Et on voit bien que toi, dans tes aventures, dans ton voyage, t'es sur quelque chose qui est
sur une longue durée, qui est réfléchi, qui prend du temps et qui est vraiment à l'opposé de ce modèle-là, quoi. Il y a pour moi des low-tech qui peuvent être utilisés, tu vois, en pays occidental. Et d'ailleurs, on a une partie de l'équipe là qui a fait un tour de France des low-tech pour aller voir justement, je sais pas, le chauffe-eau solaire, les toilettes sèches, faire pousser des plantes chez toi, etc. Le lombricompost. Enfin, il y en a qui sont adaptés. Après, c'est pas forcément ça qui va changer, tu vois, l'avenir de la France ou des pays occidentaux. Mais je pense que ici, on doit surtout parler de l'esprit qu'il y a derrière le projet. L'esprit low-tech, c'est plutôt que la technologie, elle va. Enfin, c'est pas une fin, mais c'est un moyen. En fait, plus ça va, plus je me rends compte que quand t'es vraiment en quête de bien-être, d'épanouissement personnel et d'impact positif sur ton environnement, sur la nature et puis ceux qui sont autour de toi, bah, finalement, c'est pas vraiment le matériel qui t'aide à aller vers ça. Enfin, que tu peux vivre, si tu es vraiment en recherche de bien-être et d'épanouissement personnel, c'est plutôt vers la simplicité qu'il faut aller. Toi, t'es devenu minimaliste. Plus ça va, plus je me dis, mais attends, j'ai été nul jusqu'à chaque aspect de mon mode de vie, je dois le choisir de manière hyper précieuse, consciente, ouais. Et ça vient qu'au fur et à mesure, tu vois, ça a été sur la nourriture au début, donc je suis devenu végétarien, et puis là je me dis, bon, j'ai pas beaucoup d'argent, mais le peu d'argent que j'ai en banque, mais pourquoi est-ce que je le laisse en banque à des gens qui vont le gérer sans que je dise à quoi il doit servir? J'aimerais bien dire, j'ai pas envie que n'importe quoi se développe grâce à cet argent-là. Et donc je me dis, il faudrait que je choisisse moi-même ce que je fais de l'argent stocké. Ensuite je me dis mes fringues, en plus moi qui ai vécu au Bangladesh, je sais où elles sont fabriquées la plupart de nos fringues et dans quelles conditions. Je me dis mais il faudrait vraiment que ça aussi ce soit un choix, en fait, que tout mon mode de vie soit justifié, chaque élément du mode de vie soit justifié. Mais je pense que c'est ça en France qui peut avoir de l'impact, c'est que chacun soit au rêne, tu vois, qu'on choisisse pas nos modes de vie comme ça parce que c'est la norme, mais que chacun choisisse en fonction de ses convictions. Ça rejoint un peu l'idée, ce que je disais, entre tous les modes de vie qui sont en train d'émerger, que chacun se taille sur mesure en fait son mode de vie, ça ce serait vraiment génial. Et conscience aussi des impacts que ça a quand tu fais tel acte de consommation, quoi. Ouais, oui, mais à la fois le fasse pas en se disant je suis contraint de trouver un mode de vie différent parce que sinon on va plomber la planète, mais plutôt si je veux un mode de vie qui soit en accord avec mes convictions et ma quête d'épanouissement personnel, quel mode de vie il me faut. Plutôt ça. Et ça, chacun est différent. Tu vois, ça, c'est aussi peut-être un des trucs, je pense, qui a pas marché sur les discours écolos des années, enfin, de toujours. C'est que on a toujours l'impression que tout le monde doit adopter un mode de vie commun, et tout le monde. Et au final, ce qu'on a juste retenu, c'est qu'il fallait éteindre son robinet quand on se lavait les dents ou éteindre la lumière quand on quittait une pièce. Mais je pense que chacun doit prendre les décisions qui sont propres à sa personnalité, à son environnement, etc., quoi. Et est-ce que toi, t'as déjà pensé avoir un engagement plus politique pour faire passer ton message? Moi, j'aimerais bien que la politique, elle suive plutôt le reste, tu vois. Et en général, elle suit quand même parce que c'est rare qu'il y ait des lois qui soient faites sur un truc sur lequel les gens sont pas encore convaincus. Tu vois, j'ai l'impression que ça va plutôt dans l'autre sens. Enfin, je préfère être dans la position d'être justement et puis t'as beaucoup moins d'inertie aussi. Je crois que ça m'énerverait un peu l'inertie qu'il y a. T'imagines les années qu'il faut pour lutter pour qu'il y ait tel truc qui passe, une loi qui soit un compromis entre machin et machin. Alors que sur tout ce qui est question mode de vie, t'as juste là dans la seconde de maintenant là, tu peux prendre une décision de à partir de maintenant, je vais manger que des céréales bio par exemple. Et voilà, hop, tu le fais. Et donc sur donc ça fait quasiment 10 ans maintenant que tu as commencé toutes ces aventures. Et est-ce qu'il y a des moments vraiment les moments les plus forts que tu as vécu ou les plus durs, parce que je pense qu'il y a eu des moments qui ont dû être rudes aussi physiquement, moralement et tout. C'est quoi tes souvenirs les plus marquants? Un des grands souvenirs, c'est la rencontre avec certains des inventeurs parce que ça c'est vraiment des moments super agréables de voir que
Ouais, comme je te disais, cette dame qui fait de la spiruline, ou même en Thaïlande, j'ai rencontré 2 personnes une qui fait des champignons, et qui forme aussi des gens à cultiver des champignons, et un autre un élevage d'insectes comestibles. Et quand tu les rencontres, tu te dis qu'ils sont paumés au bout du monde, tu vois. Quelquefois, ils sont dans la cambrousse. Cette dame à Madagascar, c'est vraiment perdu, quoi. Et pourtant, ils sont connectés. Enfin, c'est grâce à un réseau mondial quand même qu'ils ont réussi à développer leur truc. Tu vois, le gars des insectes, il s'est au début renseigné sur Internet pour savoir comment élever des insectes. Ouais. Et ensuite, il l'a fait et puis il produit, je sais plus, 150 kilos d'insectes par mois, alors que c'est pas son métier, c'est juste il le fait en plus. Et donc ça a un super impact écologique en fait, les insectes, parce que ça apporte plein de protéines et tout ça, en consommant très peu de place, très peu de nourriture. Pareil pour les champignons, il a augmenté énormément l'autonomie en champignons de sa région grâce à une technique très simple qui permet à des centaines de familles d'avoir des compléments de revenus. Et tu te dis, ces gens-là qui sont complètement paumés, ils arrivent quand même il y a un réseau mondial au final de ces gens-là qui est en train de se créer. Il y a une espèce d'intelligence mondiale, c'est comme un cerveau avec plein de neurones qui sont séparés et qui commencent à être mis en réseau, et tu te dis, quand tu les rencontres, ces gens-là, tu te dis que ces neurones qui sont répartis partout autour du monde, ils sont en train de créer un espèce de cerveau mondial, et ils sont enthousiastes, ils ont un profil assez similaire en fait d'un endroit à l'autre du monde. Ils donnent vachement confiance en l'avenir en fait. Et c'est peut-être ça un des trucs qui me faisait le plus plaisir à chaque fois. Et est-ce qu'il y a des moments où t'as eu vraiment peur ? Ouais, il y a eu des moments où j'ai un peu plus peur que d'autres. En fait, on a traversé l'Atlantique Sud avec le bateau. Il y a un moment, les parois c'est un peu comme les murs porteurs d'une maison. Les parois internes du bateau, ils ont commencé à se fendre dans une tempête, vraiment au milieu de l'Atlantique. J'ai eu un peu peur. Mais finalement, on n'est pas mort. Et après, non, il y a eu quelques stress comme ça. On a cassé le mât aussi dans un coup de vent violent au large de Madagascar. Ou, tu vois, des trucs comme ça qui sont liés à la météo, quoi. À la météo, ouais. La suite du projet, c'est il va y avoir donc une série sur Arte, un livre. Ouais, en fait, en parallèle de diffuser les tutos et tout ça pour que des gens puissent répliquer les low-tech, on essaye aussi de faire connaître les problèmes qu'il y a et les solutions qu'il y a face à ces problèmes. Et donc, on a fait 15 films de 26 minutes qui seront diffusés sur Arte fin octobre, et un bouquin aussi. Et là, on prépare la suite du tour, de la Thaïlande jusqu'à la Colombie. Donc, on cherche toutes les low-tech, tous les inventeurs qu'on va essayer de découvrir. On en découvre toujours sur place aussi, mais on essaye, avant d'arriver, d'avoir préparé le truc. Et donc, il y a plein de techno encore super à découvrir. Donc ça va être intéressant. Et on va aussi continuer à faire des films. Et puis, en fait, là, les 4 derniers mois, j'ai voulu tester les 30 meilleurs low-tech qui avaient été trouvés pendant la première partie du Tour du Monde. J'ai fait une sélection des 30 meilleurs. Et je les ai testés en fait pendant 4 mois sur une plateforme flottante en Thaïlande. Et ça m'a amené à commencer à concevoir un espèce d'écosystème de low-tech. Autonome. C'est pas complètement autonome, mais disons que chacune de ces low-tech avait été étudiée indépendamment, tu vois, dans des endroits différents du monde. Et les mettre ensemble, t'arrives à trouver des synergies entre les low-tech. Je te donne un exemple, c'est que pour la spiruline, là, les microalgues, elles ont besoin de CO2 parce qu'elles font de la photosynthèse. Si tu leur donnes du CO2, elles sont boostées par rapport à de l'air normal. Et les insectes, eux, ils produisent du CO2. Donc si tu mets le buller, la pompe à air dans la cage des insectes, en gros, tu vas booster la spiruline. Et la spiruline, elle produit de l'oxygène puisqu'elle fait de la photosynthèse. Et le truc les bactéries qui transforment l'urine en engrais pour les plantes, elles ont besoin d'oxygène. Et donc en fait, avec ces 3 trucs-là, tu augmentes la performance de chacun des systèmes, puisqu'en plus les grillons, ils peuvent manger de la spiruline. Et, enfin bref, tu crées des synergies entre les trucs. Et tu crées des économies aussi point de vue énergie, parce que avec la même énergie, les mêmes pompes à air, tu peux faire plusieurs trucs, enfin, etc. Et point de vue place aussi, parce que les grillons, ils aiment bien être sous les plantes parce qu'ils ont besoin c'est un peu la permaculture des low-tech. Exactement, ouais, c'est ça. Et en fait, ça se rapproche d'un écosystème au final.
Et ça, je trouve ça passionnant à étudier et je suis en train de commencer à voir qui ça peut intéresser, ce genre de combinaison de low-tech, parce que par exemple, tu peux avoir des camps de réfugiés, des déplacés climatiques, après une catastrophe naturelle, tu peux avoir des gens, donc je suis en train de commencer à me rapprocher des gens qui agissent dans ces types de situations pour voir quel cahier des charges on pourrait formuler, pour voir comment répondre aux besoins. Ouais, comment répondre à des besoins. Et donc, je pense que ce projet-là est une suite dans cette direction. Ouais. Le projet, il est financé comment ? Vous avez des partenaires, des entreprises qui vous soutiennent ? Comment t'as réussi à les embarquer là-dedans ? Il y a plusieurs modes de financement. Au début, il y a des particuliers qui ont aidé à financer. Et puis, ensuite, le fait de faire des documentaires pour la télé, aussi, ça cofinance le truc. Et ensuite, on a été voir des fondations d'entreprises en leur demandant de nous aider financièrement et en même temps de mettre leurs compétences au service des low-tech. Donc, tu as des boîtes, par exemple la fondation de Schneider, donc spécialisée dans l'électricité, qui fait travailler plusieurs de leurs bureaux d'études en France, en Chine, en Inde, sur des low-tech. Donc ça, c'est super parce que nous, ça nous apporte, ça aide à la recherche et développement sur les low-tech. Il y a des innovations qui sortent de ça. Et en plus, pour les gens qui travaillent dans les bureaux d'études, c'est un vrai truc, de mettre ces compétences techniques que tu mets tous les jours dans ton entreprise au service de projets de développement. Donc j'aime bien cette idée-là et j'espère qu'on va trouver aussi d'autres partenaires comme ça dans plein de domaines parce qu'en fait, il faut... on a déjà un partenaire sur l'hydroponie parce que l'hydroponie, elle a été beaucoup utilisée, la culture hors sol en général, pour faire pousser des tomates, dans nos serres pour avoir des tomates l'hiver. Mais en fait, quand tu l'utilises version low-tech, tu as besoin de ces compétences-là, mais pour l'adapter un contexte complètement différent. T'as les insectes, t'as des boîtes, par exemple, t'as une boîte en France qui commence à élever des insectes pour que tu puisses en acheter en France, et j'aimerais bien les faire contribuer aussi pour voir quel type de nourriture tu peux donner aux insectes, etc. Enfin bref, c'est ça. Financièrement, on s'appuie sur des fondations, des particuliers, et puis les documentaires. Il y a un truc qui me fait rire en lisant un peu ton journal de bord, c'est quand tu dis que tu te fais des repas imaginaires, des petits déjeuners imaginaires, parce que le plaisir que tu as en imaginant manger un pain au chocolat, c'est presque le même. Ah ouais, non mais en fait, du coup, j'ai passé pas mal de temps tout seul. T'as passé 6 mois déjà complètement tout seul ? Là, c'était 4 mois, mais mon précédent trajet en bateau, c'était 6 mois. Et puis avant, j'ai habité au Bangladesh dans un endroit tout seul. Et donc, j'ai eu pas mal de temps aussi pour explorer. En fait, c'est principalement ça, je pense, qui m'a fait vraiment comprendre que pour être content, j'avais pas besoin de grand-chose. C'est hyper basique. En fait, t'as développé ta vie intérieure et le pouvoir de ton esprit. Et puis j'ai commencé à mieux connaître mon cerveau. Et ce que j'ai trouvé super intéressant. Tout ce temps passé seul, ça s'est passé de façon fluide ou il y a eu des... Il y a des gens qui supporteraient pas, mais moi je supporte bien ma présence. Et en fait, ça répond à un grand besoin que j'ai, c'est que j'ai l'impression que dans la vie quotidienne en France ou même pendant mon tour du monde à la recherche des low-tech, là, t'as une masse d'informations tellement grande qui t'arrive en permanence que moi j'ai besoin un peu j'appelle ça défragmenter. C'est comme sur l'ordinateur, quand tu mets défragmenté, ça prend toutes les petites cases de mémoire et ça les colle les unes aux autres, ça les trie et tout. J'ai besoin de ça régulièrement parce que en fait, j'ai besoin de traiter les informations dans mon cerveau pour en faire des idées, faire des opinions sur les trucs et d'en faire des convictions, et c'est ces convictions qui vont ensuite influencer mon mode de vie, mon travail, le projet, tout ça quoi. Et sans ces temps-là, c'est un peu comme si tu jouais à Tetris mais en mode trop rapide, tu sais, t'as pas le temps de caser bien les cases aux bons endroits et hop, tu te fais déporter. Là, j'ai besoin quelquefois de passer des moments où je trie un peu les informations qui arrivent. Et alors pour finir, est-ce que tu penses que face à l'état du monde qui est pas toujours qui est pas très engageant, est-ce que tu penses que la question d'être pessimiste ou optimiste, elle est pertinente? Alors c'est pas une question facile parce que ça dépend pas mal des gens, je pense. L'autre jour, je me disais qu'est-ce qu'on retiendra de notre époque dans 1000 ans?
Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je retiens de ce qui s'est passé il y a 1000 ans? Et j'ai regardé ce qui s'était passé entre l'an 1000 et l'an 1100. Le seul truc que je connaissais quand j'ai regardé sur la frise, c'était les premières croisades. Bon, pas terrible comme souvenir. Le pape Urbain II, je crois, qui a lancé le concept de pèlerinage armé. Tu vois, il y a 1000 ans, tu retiens quand même pas grand-chose. Donc je me dis, dans 1000 ans, on aura retenu quoi? Tu retiens pas, je sais pas, les manifs, les présidents, tu retiens pas les grèves, tu retiens pas les guerres actuelles si elles sont pas mondiales, etc. Mais par contre, le fait qu'il y ait cette disparition de biodiversité aussi brutale, là, je connais pas bien les chiffres, mais je crois que c'est 60% des vertébrés qui ont disparu les 40 dernières années. Ça, mais ça me paraît évident. On parle de 6e extinction, dans 1000 ans, c'est sûr, on s'en souviendra. C'est un changement brutal, quoi. Si la civilisation humaine est encore s'il y a toujours des hommes, évidemment. Ouais. Mais de voir ce changement brutal, je me dis, ça peut laisser vraiment pessimiste. Et c'est un pessimisme qui peut aider. C'est comme les théories de l'effondrement et tout ça. Ça peut, chez certaines personnes, faire réagir en disant, non, je veux pas de ça. J'ai pas envie que dans 1000 ans on retienne que qu'on n'a pas cherché de solution, tu vois. Je me dis que quand les gens ils verront que Elon Musk et les autres milliardaires ils voulaient aller préparer des voyages sur Mars à ce moment-là, tu vois, j'aimerais pas être dans ces décideurs-là qui mettent pas l'argent pour rétablir les problèmes qu'il y a sur Terre, mais pour essayer tu vois, le pessimisme, cette vision pessimiste peut aider à réagir et à vouloir faire changer les choses. Et pour toi, du coup, tu t'as déjà répondu Moi, un peu, optimiste. mais ouais. Je suis content d'avoir du recul et de me rendre compte que dans 1000 ans, on trouvera que c'était une situation qui était vraiment préoccupante. En fait, je pense que la situation actuelle, on l'embellit un peu trop sur on a l'impression qu'on a des super modes de vie et que du coup, on a quelque chose à perdre. Mais en fait, quand tu regardes la consommation d'antidépresseurs, je sais pas, je suis pas persuadé qu'on soit plus heureux qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans, qu'il y a 1000 ans, etc. Il y a rien qui nous le prouve. Si tu regardes les consommations d'antidépresseurs, t'as l'impression que c'est de pire en pire. Je pense qu'il y a une certitude un peu trop forte dans l'idée que le confort actuel et qu'on est au top. J'ai l'impression que les gens ils se disent on a toujours le progrès. Ouais, il y a un progrès et puis là on est au top et on va diminuer, donc on a peur de diminuer. Moi j'ai l'impression que on peut aller vers des trucs vachement bien en fait. Ouais, moi j'ai l'impression que ça peut être vachement plus cool plus tard. Merci beaucoup, Corentin. Merci. Merci infiniment à Corentin de Châtel-Perron pour cette rencontre et merci à vous tous pour votre soutien. Vous pourrez bientôt suivre la suite de l'expédition, par exemple sur la page Facebook de Nomades des Mers. Il y aura donc aussi une série de 15 films de 26 minutes diffusés sur Arte fin octobre, ainsi qu'un livre. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawel, mixé par Paloma Colombe. À très vite.